Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette première séance du cycle du nouveau sur le passé à la bibliothèque. Je laisserai Clément vous présenter le programme des conférences à venir, mais simplement pour dire que la bibliothèque est vraiment ravie de pouvoir accueillir ce genre de propositions. Ça fait partie des liens nombreux qu'on a avec l'Université Bordeaux-Montaigne. Et puis, on est aussi particulièrement ravis de rajeunir l'âge moyen des conférenciers de la bibliothèque. Je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup de sens d'accueillir ici de jeunes chercheurs, surtout au regard de l'ampleur du fonds patrimonial qu'on conserve ici, qui peut vraiment servir à nourrir plusieurs siècles, je pense, de recherche dans différents domaines. Donc, si ça vous donne l'envie aussi de venir voir le type de sources qu'on peut conserver ici, ça sera formidable. Et je laisse la parole aux deux organisateurs. Bonsoir à tous, merci Madame Anglaise pour cette introduction et nous sommes très heureux aujourd'hui avec Clément Monseigne de vous accueillir pour cette séance inaugurale, cette première séance de notre cycle de conférences sur du nouveau sur le passé, actualité de la recherche en archéologie, histoire de l'art. Je tiens tout d'abord à remercier Clément Monseigne pour son aide depuis plusieurs mois pour avoir construit ce cycle de séminaire et pour avoir accepté au pied levé de faire cette première séance donc aujourd'hui. Évidemment, nous tenions à remercier également dans le cadre de cette organisation Madame Anglaise et son équipe et donc toute la bibliothèque Mérédec pour pouvoir nous accueillir pendant plusieurs mois jusqu'au mois de juin dans ces locaux. Et également remercier les directeurs et directrices des différents laboratoires dont sont issus tous les participants de ce cycle. Donc Ozonius avec Laurent Capdetré et Olivier De Villers, le Centre de recherche en histoire de l'art François-Georges Parizet et Monsieur Laurent Housset. Et évidemment, le centre dont nous sommes issus avec Clément, le SEM, c'est sa co-directrice qui est là, Madame Caroline Lemao et Corinne Marache. Enfin, même si j'y reviendrai plus tard au cours de ces conférences, nous tenions également à remercier le vice-président de l'université, délégué sciences et sociétés, Cédric Brun, et également son chargé de projet SAPS, Mathieu Marsan, pour leur aide et leur soutien sur la finalité de ce projet. Ce cycle de conférences, nous l'avons conçu avec Clément après des échanges avec Laurent Housset sur les partenariats possibles entre nos 3 laboratoires de recherche qui travaillent sur le passé, dans toutes ses dimensions, de la préhistoire ou de l'Antiquité, jusqu'à l'époque contemporaine et jusqu'au tout début du XXIe siècle. Nous avons voulu également concevoir ce cycle comme une manière de faire découvrir au grand public les travaux des doctorantes et des doctorants, qui sont actuellement à l'université, de cette jeune recherche, mais également de permettre à ces mêmes doctorantes et doctorants de confronter leurs sujets et leurs méthodes de recherche auprès d'un public large, varié. Ainsi, nous voulions que le chercheur, même jeune, reprenne une place dans la cité et au sein de la société. Et dans cet esprit, les institutions culturelles de la métropole bordelaise nous paraissaient adéquate et parfaite pour accueillir ce cycle de séminaires, et notamment la bibliothèque Mériadec, de par son ancrage culturel sur le territoire, et les collections qu'elle conserve également. Ce cycle s'intègre également dans le label SAPS, donc j'y reviens, Sciences avec et pour la société, dont l'Université Bordeaux-Montaigne est détentrice pour 3 années depuis juin 2024, et qui a pour but de resserrer les liens entre la recherche sous toutes ses formes et la société, et notamment de faire de la recherche hors les murs, ce que nous faisons aujourd'hui. Ce cycle de conférences, qui s'étale de manière plus ou moins mensuelle jusqu'au mois de juin, vous pouvez le voir ici, illustre, et nous l'avons conçu avec Clément comme quelque chose de vraiment transdisciplinaire, illustre la diversité de la jeune recherche en archéologie, histoire et histoire de l'art à l'Université Bordeaux-Montaigne, et traite d'une diversité d'espaces et de thématiques de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et de même, partie intégrante, et ce n'est pas indiqué, mais partie intégrante de ce cycle est sous un format un peu différent, 2 doctorants le 14 janvier pour Marie Fauré et le 3 mai pour Pierre Guérin présenteront leurs recherches ici même à la bibliothèque autour de sources qui sont conservées dans les fonds de cette bibliothèque lors de séances plus thématiques et qui contribueront également à la médiation culturelle autour des sources du passé. Enfin, même si dans ce cycle de séminaires nous traitons beaucoup du passé, il y a un avenir pour ce cycle de conférences qui devrait prendre une dernière forme d'expression, c'est-à-dire une visite-conférence autour des sources du musée d'Aquitaine, toujours avec des doctorantes et des doctorants issus de nos 3 laboratoires de recherche. Et avec Clément, nous sommes en pleine organisation pour pouvoir perpétuer et transposer ce cycle de conférences au sein des murs du musée lors de sa réouverture. Nous espérons donc vous retrouver tous et toutes à chaque nouveau rendez-vous jusqu'au mois de juin et après si tout va bien. Et voilà pour les interventions de Pierre Guérin et Marie Fauré.
Donc pour commencer, ouvrir ce cycle de conférences, nous avons le plaisir, j'ai même le plaisir aujourd'hui d'introduire Clément Monseigne, donc doctorant en histoire moderne sous direction de Caroline Lemao et Michel Figeac au CEMS. Clément, on va se tutoyer, ça ira plus vite. Ta thèse porte sur l'expérience sensorielle des soldats britanniques et français lors de la guerre de 7 ans. Et ce soir, tu nous emmènes au siècle des Lumières pour nous faire découvrir l'histoire militaire à hauteur d'homme. On est bon ? Bon. Nous t'écoutons et ta conférence sera suivie d'un échange avec le public et de questions. Très bien, merci beaucoup Clément pour ce mot d'introduction et pour l'organisation aussi de ce beau cycle de conférences que j'ai eu beaucoup de plaisir également à organiser avec toi, et je m'associe pleinement aux remerciements que tu as pu formuler aujourd'hui. Alors, ce cycle de conférences, il avait pour objectif de diffuser les travaux de la jeune recherche auprès du grand public avec un format qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous connaissez peut-être ma thèse en 180 secondes, où on propose aux doctorants de résumer leur thèse. On a voulu prendre un peu le contre-pied de ce format-là en donnant le temps aux doctorants de développer leurs idées et de les partager avec le grand public. Alors moi, ma thèse, elle porte sur l'expérience sensorielle de la guerre de 7 ans dans les armées françaises et britanniques, mais aujourd'hui, je vais un peu élargir mon sujet et vous présenter une conférence sur l'expérience militaire au siècle des Lumières, avec ce titre, donc « Être soldat au siècle des Lumières ». Cela me permettra non seulement de vous présenter quelques résultats de mes recherches, mes méthodes, et de revenir en même temps sur des aspects qui peuvent nous paraître évidents quand on fait de l'histoire moderne ou de l'histoire militaire, mais qui méritent que l'on revienne dessus quand on les partage avec un public plus large. C'est aussi peut-être cela, la médiation, c'est prendre ce temps-là pour expliquer, développer des idées et les partager avec le plus grand nombre. Être soldat au siècle des Lumières, c'est un sujet qui peut-être ne vous est pas totalement inconnu. Plusieurs films, plusieurs romans, plusieurs jeux vidéo prennent pour sujet le soldat au XVIIIe siècle. On peut penser à Barry Lyndon, The Patriot, Fanfan la Tulipe, Le Dernier des Mohicans ou encore le jeu Empire Total War. Du point de vue de la recherche historique, cette question de l'expérience militaire, du point de vue du soldat, eh bien, c'est un sujet qui est particulièrement dynamique en histoire. Depuis les années 1970, on voit se développer des études qui partent de ce point de vue individuel et qui essaient de reconstituer ce qu'a été l'expérience militaire, non pas seulement l'expérience de guerre, mais aussi toute l'expérience de la vie en campagne. C'est ce que fait par exemple quelqu'un comme Christopher Duffy dans cette belle synthèse, The Military Experience in the Age of Reason, et ça a été suivi ensuite par des travaux de jeunes chercheurs très intéressants. En France, Arnaud Guigné, qui s'est intéressé dans sa thèse à la question de l'obéissance de la discipline militaire dans la France des Lumières, et puis du côté britannique, Ilya Berkovitch, qui s'intéresse au problème de la motivation du soldat au siècle, dans l'Ancien Régime en Europe. Cette présentation, elle s'inscrit aussi dans un renouveau de l'histoire de la guerre, avec l'ouvrage très récent de François Houtsec, spécialiste de la Grande Armée, qui a fait cette histoire de l'expérience militaire dans les armées napoléoniennes. Donc ouvrage publié en 2023 aux éditions du CNRS. Donc je m'intéresserai aux différents temps de la vie en campagne, non pas seulement au moment du combat, qui a souvent monopolisé en fait le travail des historiens. Être soldat au siècle des Lumières, c'est pas seulement combattre, c'est aussi être soldat dans une société qui connaît des périodes de paix et au cours desquelles la place du militaire est redéfinie et repensée. Alors, suivant la vieille tradition académique française, je présenterai mon propos en 3 temps. Tout d'abord, l'entrée dans l'institution militaire, avant de revenir sur la vie en campagne et le quotidien du soldat, et enfin, d'évoquer l'expérience du feu. Alors, la plupart des armées européennes au siècle des Lumières fonctionnent sur un modèle qui n'est pas basé sur la conscription, c'est-à-dire l'enrôlement obligatoire des soldats. Il y a quelques exceptions notables, la Prusse, par exemple, le royaume de Prusse, grande puissance militaire, qui met en place ce qu'on appelle le système du cantonnement dans les années 1727 et 1735. Ça consiste tout simplement à faire camper des régiments dans des villes, et ces régiments ont la main pour recruter des hommes proportionnellement au nombre d'habitants. C'est Frédéric Guillaume Ier, qu'on appelle aussi le roi sergent, qui met en place ce système. Roi de Prusse qui était très connu pour son intérêt pour les affaires militaires. Et cela a permis à la Prusse de devenir une grande puissance militaire au XVIIIe siècle et de rivaliser même avec les pays du continent européen. Vers 1740, la Prusse compte environ 83 000 soldats pour une population de 2,2 millions d'habitants. Donc 4% de la population active sert dans l'armée. À la même époque en France, on a une armée qui est légèrement supérieure en nombre, 120 000, 150 000 soldats, avec une population 10 fois plus nombreuse, 24 millions d'habitants environ.
Même s'il n'existe pas de conscription à proprement parler dans l'armée française, certaines pratiques de recrutement sont malgré tout fondées sur la contrainte. Le recrutement se fait à l'échelle des régiments qui sont donc les subdivisions au sein de l'armée. Et l'armée compte plusieurs régiments qui sont baptisés, non pas comme aujourd'hui avec des numéros, mais suivant des noms de provinces, régiment de Guyenne, régiment de Provence, de Normandie, etc. Ces régiments comptent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de soldats pour les plus grands, comme le régiment des gardes françaises. Et le fait d'amener une recrue dans ces régiments était récompensé par une prime qui était versée à celui qui recrutait le soldat, ce qui a encouragé une pratique qu'on appelle le racolage. C'est tout simplement le fait d'amener un soldat par la force, par surprise, par des beaux discours, à s'engager. On voit apparaître des racoleurs, des personnages peu scrupuleux qui tirent profit de ces jeunes gens naïfs et qui les attirent dans ces régiments. Cela pouvait même prendre la forme de contraintes et de violences physiques dans le cas de la marine britannique, avec le système de la presse qui consistait à enrôler de force des marins dans la Royal Navy. La monarchie française, cependant, a pris conscience assez tôt du problème, mais ce n'est que tardivement qu'elle a décidé d'y remédier. Déjà sous Louis XIV, Louvois, qui était le ministre de la guerre, affirmait dans une lettre que le problème n'était pas de savoir si les recrues étaient bien ou mal engagées, le problème, c'était de les faire rester dans le régiment où elles étaient recrutées. Et c'est finalement après la guerre de 7 ans, après les défaites françaises lors de ce conflit, que le pouvoir royal a décidé de réformer l'armée. Il y a eu un sursaut réformateur avec notamment tout un tas d'ordonnances qui visaient à réfréner la pratique du racolage. L'ordonnance, par exemple, du 27 mars 1760, concernant les recrues qui se font à Paris, défend aux traiteurs, marchands de vin, limoniadiers, etc., de souffrir dans leur maison aucun racoleur et qu'ils s'y fassent des engagements par surprise. Et l'ordonnance de 1763 affirme que les recrues devront être employées, recrutées sans séduction, ni violence, ni supercherie. Alors, quand on s'engageait volontairement dans cette armée d'Ancien Régime, pourquoi s'engageait-on ? Pour répondre à cette question, les historiens du côté français disposent de sources très intéressantes qu'on appelle les registres du contrôle des troupes, qui sont conservés à Vincennes, au service historique de la défense. Ce sont, vous le voyez, des registres qui mentionnent le nom, le prénom du soldat. On a aussi son lieu de naissance, son signalement physique, sa description. On a aussi sa province d'origine. On a ensuite sa date d'enrôlement, sa date d'engagement, et la date de sortie du régiment, soit par décès, soit par congé absolu, parce que les engagements duraient 8 ans en général, et à l'issue de ces 8 ans, soit l'engagement était renouvelé, soit le congé absolu était accordé, ou alors par désertion. À partir de ces informations très intéressantes, un historien français, André Corvisier, a publié une thèse en 1964, l'armée française, de la fin du XVIIe siècle au ministère du duc de Choiseul, donc 1764. Ça a été une thèse vraiment novatrice qui étudiait vraiment le soldat, qui le replaçait dans la société militaire, alors qu'auparavant, les historiens s'étaient surtout intéressés aux généraux, aux tactiques, aux grands hommes. On a vraiment, avec Corvisier, un changement de perspective sur le soldat. Et il montre finalement, à partir d'un échantillon de ces registres du contrôle des troupes, 85 000 soldats, il arrive à tirer des conclusions très fortes et très intéressantes sur les raisons de l'engagement. À partir du lieu d'origine du soldat, à partir de la date d'engagement, il montre que les 2 principaux motifs d'engagement dans l'armée française d'Ancien Régime étaient tout d'abord la proximité des frontières. Plus on est à proximité d'une frontière, surtout dans le nord de la France, plus on est porté à s'engager dans l'armée. Ensuite, le deuxième motif d'engagement qu'il parvient à dégager, eh bien, c'est la pauvreté. La plupart des engagements ont lieu l'hiver, au mois de décembre, janvier, à une période, en fait, où c'est la morte saison dans les campagnes. Et beaucoup de ces recrues étaient ce qu'on appelle des journaliers, c'est-à-dire des travailleurs agricoles qui louaient en fait leur force de travail à un fermier. Et pendant la morte saison, le travail, évidemment, manquait et ils étaient tentés de rejoindre les rangs de l'armée pour bénéficier d'une source de revenus pérenne et constante. Cependant, cette source de revenus n'était pas exceptionnelle. Les revenus du soldat à l'époque moderne sont relativement modestes. On parle de 5 à 10 sous par jour, ce qui représente 80 à 160 livres tournois, donc la monnaie de l'époque, par an. On a une époque où un travailleur non qualifié gagne entre 100 et 300 livres tournois par an, donc vous voyez qu'on est plutôt dans la fourchette basse des revenus de l'époque. Alors, il faut ajouter à cela aussi une prime d'engagement qui était versée en une seule fois aux soldats lorsqu'ils s'engageaient dans un régiment, et ça pouvait éventuellement motiver aussi ces recrues modestes
à s'engager. Ça motivait aussi une pratique qu'on appelle le billardage, qui consiste à s'engager dans plusieurs régiments successifs et à déserter ensuite, ce qui permet de cumuler les primes d'engagement. Alors cette motivation financière, on la retrouve dans les autres pays européens. En Grande-Bretagne, à propos de l'engagement dans l'armée, on dit même que les hommes prennent le penny, prennent le shilling du roi. C'est une expression qui se répand au point même de devenir le sujet de représentation artistique, comme sur ce tableau. On voit que le sujet, le cœur du tableau ici, c'est à la fois la prime d'engagement qui est donnée aux soldats, et c'est aussi la douleur de l'épouse. Mais aux côtés de ce groupe central de personnages, on trouve deux éléments très intéressants. Tout d'abord, un fifre, ici, et un tambour, juste là. Au-delà des motivations financières qui pouvaient animer les soldats, l'entrée dans l'armée pouvait aussi être suscitée par des émotions et par une sensibilité à la paramilitaire. C'est un phénomène qui est très bien illustré par les mémoires de James Miller, un document très intéressant qui est conservé aux archives de Kew, en Grande-Bretagne, aux archives du Kent, et ça se présente, vous voyez, sous une forme assez originale, sous un carnet au format paysage. C'est un soldat qui entre en 1756 dans l'armée britannique, et il associe, vous le voyez, cette entrée, ce recrutement, au son du tambour, qui, écrit-il, est l'un des sons, est un son qui met le cœur, qui enflamme le cœur, et donc qui inspire des sentiments particulièrement positifs et particulièrement héroïques. Il ajoute ensuite que le soldat, dans son esprit, est le meilleur des hommes, car il est le défenseur de son pays. Aussi, me suis-je souvent jeté en travers de leur passage en espérant que l'on me remarquerait. En France, Louis-Sébastien Mercier, un peu plus tard, qui a été un observateur assez fin de la vie parisienne, fait une observation similaire lorsqu'il écrit « On a remarqué qu'il s'enrôlait beaucoup de jeunes gens le jour que le roi faisait sa revue. Le spectacle des évolutions militaires, le tambour qui bat, les casques, les drapeaux, séduisent la jeunesse. Et l'ouvrier obscur, ennuyé d'un travail sédentaire et journalier, brûle de quitter l'atelier pour aller figurer dans ces bataillons bleus qui passent sous les regards du roi. » Donc voilà ce que Mercier nous dit à propos de ses engagements dans l'armée. C'est un passage qui est très intéressant et qui montre finalement que l'engagement pouvait autant être suscité par des considérations pragmatiques et utilitaristes que par des émotions et par un faisceau de représentation sociale qui tournait autour de l'armée. Donc deux phénomènes apparaissent ici dans la citation de Mercier. Tout d'abord, un sentiment de patriotisme qui se développe au milieu du XVIIIe siècle. C'est ce qu'a montré Edmond Dziembowski dans sa thèse. Le patriotisme naît au moment de la guerre de 7 ans en faveur de l'affrontement franco-britannique. Il se manifeste en France par des pièces de théâtre hostiles à la Grande-Bretagne. Et en France, il prend la forme, en Grande-Bretagne, il prend la forme d'objets, comme celui-ci, d'objets patriotiques. Donc c'est un bol à punch sur lequel vous voyez qu'il y a une imprécation, une formule en faveur du succès des armées britanniques. Donc sur la fin de la période, le désir de servir son roi, sa patrie, ont bel et bien pu jouer un rôle dans l'engagement dans les armées françaises et britanniques. L'observation de Mercier fait ensuite apparaître une fascination pour l'institution militaire, en particulier pour des régiments prestigieux. Ici, le régiment des gardes françaises, qui faisait partie de la maison militaire du roi et qui était donc chargé de la garde personnelle du souverain. Entrer dans l'institution militaire, devenir soldat sous l'Ancien Régime, c'est aussi adapter un ensemble de symboles prestigieux, souvent éclatants, qui contrastent singulièrement avec la vie civile et qui contribuent à former une identité nouvelle. Alors je partirai de ce document que j'aime beaucoup, qui est un journal de campagne, qui est entré dans les fonds de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris en 2016. C'est le journal de campagne de Guillaume Leport, dit Épomard, soldat du régiment du maréchal de Turenne, qui s'engage au moment de la guerre de 7 ans. On voit apparaître ici, sur la page de garde du journal, les principaux éléments de l'identité militaire. Tout d'abord, on a évidemment deux des camarades de Guillaume Leport, qui, vous le voyez, sont ici appelés prêts à boire et sans souci. Ils ne sont pas qualifiés et identifiés à l'aide de leur prénom et de leur nom, mais à l'aide de leur nom de guerre, c'est-à-dire de leur surnom militaire. Alors le nom de guerre, c'est quelque chose que l'on retrouve partout en Europe, mais qui est institutionnalisé en France, véritablement. Ces noms de guerre, ils apparaissent dans les registres du contrôle des troupes, ils sont consignés à l'enregistrement, à l'enrôlement du soldat. On a plusieurs types de noms de guerre. Tout d'abord, des noms qui renvoient à des caractéristiques physiques et mentales, c'est les plus courants: sans peur, sans chagrin, va de bon cœur, sans souci, prêt à boire. Des noms qui renvoient à des origines géographiques. On a par exemple l'allemand, Picard, des végétaux, la feuillade, la fleur, la tulipe. Fanfan la tulipe, c'est un
une référence à ce type de nom de guerre, et des noms qui déforment un prénom ou un nom existant. Joseph Grand-Verlet, par exemple, devient Verlet dans son nom de guerre. Finalement, la pratique du nom de guerre contribue à arracher le soldat à la vie civile et à lui faire adopter une identité militaire. Cette appartenance nouvelle se manifeste bien sûr par l'uniforme, qui témoigne de son appartenance à une nation, mais aussi à un régiment particulier grâce au parement de couleurs que vous voyez sur les habits. On a aussi les drapeaux, bien sûr, qui sont des symboles forts de cette appartenance et qui contribuent à isoler les soldats du monde civil. L'uniforme se répand en Europe dans la seconde moitié du XVIIe siècle et il devient dès lors une caractéristique du soldat. Tout ce qui s'éloigne de l'uniforme, tout ce qui s'éloigne de ce modèle du militaire, tel qu'on se le représente au siècle des Lumières, eh bien, s'éloigne de la figure conceptuelle et de l'idée qu'on se fait du soldat. Mais l'uniformisation du corps ne s'arrête pas à l'habit, aux vêtements. L'apparence physique devient elle aussi un marqueur de l'identité militaire. La barbe est généralement prohibée, la moustache est tolérée, parfois rendue obligatoire dans certains régiments, notamment chez les grenadiers. Toutefois, ces normes physiques, vestimentaires connaissent de nombreuses exceptions. Ainsi, lorsque les soldats partent pour de longues missions, l'éclat de leur uniforme ou de leur apparence sont inévitablement altérés, comme le rapporte le lieutenant britannique John Knox, qui sert en Amérique du Nord en novembre 1758. Les soldats partis couper du bois et leur escorte sont revenus ce jour à la garnison depuis le fort Fagot et ont fait une apparition aussi drôle que grotesque qu'un détachement de soldats irréguliers hongrois ou croates en raison de la longueur de leur barbe, de la forme désordonnée de leur chapeau et de l'état de délabrement de leurs vêtements. En effet, certains portaient des manteaux noirs, d'autres des manteaux bleus attachés à la taille par une lanière de cartouchière et d'autres encore étaient vêtus d'uniformes qui s'effilochaient. En bref, ils n'avaient pas grand-chose de commun avec les troupes régulières britanniques. Les soldats irréguliers croates auxquels John Knox fait ici référence, eh bien, ce sont les pandours qui étaient des auxiliaires dans l'armée impériale du Saint-Empire romain germanique. Ils avaient pour mission d'harceler l'ennemi à la marge des opérations principales. Ils avaient par exemple pour mission d'attaquer la chaîne d'approvisionnement, d'organiser des embuscades. Ce sont des soldats qui sont levés ponctuellement, par exemple au moment de la guerre de succession d'Autriche entre 1741 et 1745. Le baron Franz de Trenck lève 5000 pandours à ses frais pour suppléer l'armée. Ces pandours, vous le voyez, ils sont vêtus d'uniformes croates traditionnels qui les font un peu ressembler à des soldats ottomans, des uniformes, des habits dépareillés finalement, qui les distinguent des troupes régulières. À la même époque, ces troupes légères se développent. En France, ce sont les hussards hongrois, les hussards de Bercheny, les hussards d'Esterházy. En Grande-Bretagne, les Rangers de Rogers, créés en Amérique du Nord et qui tirent profit de la végétation, qui tirent profit du terrain pour s'abriter, pour se dissimuler à la vue de l'ennemi au moment de la guerre de 7 ans. Alors cette manière de faire la guerre, bien, on l'appelle la petite guerre à l'époque, c'est une manière de faire qui contraste singulièrement avec le modèle européen de la guerre au siècle des Lumières. À cette époque, les armées combattent en ligne. On en a ici un bel exemple sur cette représentation de la bataille de Fontenoy en 1745. Louis XV est au premier plan et derrière lui, on a des lignes de soldats très bien formés qui combattent, qui s'affrontent. Cette formation tactique avait pour objectif de concentrer la puissance de feu à une époque où la plupart des décharges se font à courte et à moyenne portée. Les fusils perdent de leur efficacité à courte portée, à longue portée, et donc les deux armées doivent se rapprocher le plus possible. Et il faut parfois accepter d'essuyer la première décharge de l'ennemi pour pouvoir ensuite donner plus d'effet au feu. Le prince de ligne a fait une expérience très intéressante et très parlante dans les années 1770 à 100 mètres. Sur 1440 coups tirés, 270 seulement atteignent leur cible et 30 seulement sont potentiellement mortels. Donc il faut souvent se rapprocher à 50 à 30 mètres de l'ennemi pour pouvoir lui tirer dessus. Pour maintenir ces formations linéaires sur le champ de bataille, il fallait donc bien sûr entraîner les soldats à marcher en cadence, mais en conciliant deux principes apparemment contradictoires, l'ordre et le mouvement. Mais il fallait aussi s'assurer que ces lignes de soldats ne se disloquent pas sous l'effet de l'émotion, sous l'effet de la panique, et donc accoutumer les soldats aux émotions violentes de la guerre et aux sensations violentes du combat. Alors pour ce faire, les officiers organisaient de grandes manœuvres qui consistent à simuler des engagements entre deux groupes de soldats. L'un représente les alliés, l'autre représente les ennemis, et ces soldats se tirent dessus avec des mousquets chargés à blanc. Cet exercice a pour objectif d'apprendre aux soldats à demeurer fermes au coup de fusil, écrit le baron de Dieskau qui commande les troupes françaises en Amérique du Nord en 1755. Les théoriciens militaires de ce temps ont considéré que le soldat n'est pas brave par nature, mais que tout soldat, que tout homme peut potentiellement devenir courageux s'il est correctement entraîné.
C'est l'opinion par exemple de quelqu'un comme Lancelot Turpin de Crissey, grand théoricien militaire du temps de la guerre de 7 ans, qui écrit à ce propos: tout soldat s'habitue au feu et s'accoutume au danger. On peut observer qu'il prend beaucoup moins de précautions au second siège qu'au premier, et au troisième qu'au second. Ainsi, les troupes légères, toujours aux prises avec l'ennemi, sont familiarisées avec tous les dangers et tirent plus promptement que les autres troupes. Alors dans le cas de ces exercices, il s'agit de former le corps sensible du militaire, et certains exercices grandeur nature avaient aussi impliqué aussi des chevaux, ce qui permettait à la fois d'accoutumer les hommes au chaos de la cavalerie et au tumulte des charges de cavalerie, et ce qui permettait aussi d'accoutumer les chevaux au bruit des armes à feu qui étaient tirées à proximité. À une époque où les conflits s'étendaient aussi aux colonies, on a aussi cherché à entraîner les soldats à débarquer, à embarquer sur des navires, notamment dans des camps de manœuvre côtiers comme à La Hougue en Normandie. Les manœuvres devaient aussi apprendre aux soldats à manier leurs armes, à tirer de manière coordonnée et avec adresse. Chaque mouvement était minutieusement décomposé, comme on le voit dans ces gravures, réalisées par un officier français. Et certaines nations, comme la Prusse, ont porté vraiment à la perfection cet entraînement du militaire et la discipline dans l'armée. À cette époque, au milieu du XVIIIe siècle, les théoriciens militaires prennent véritablement en compte le corps sensible du soldat, alors qu'auparavant, c'était plutôt son esprit que l'on cherchait à atteindre. Cette fois, on cherche à dresser les corps au milieu du XVIIIe et on cherche à exercer régulièrement le soldat pour lui apprendre des mouvements qu'il peut répéter de manière quasiment mécanique. Du côté prussien, la formation du soldat dure entre 6 mois et 1 an pour la formation initiale, et elle se poursuit tout au long de sa carrière. On compte généralement une dizaine d'entraînements chaque mois, et à cela s'ajoute une discipline de fer dans l'armée prussienne avec des châtiments corporels comme le châtiment des baguettes, qui consiste à faire passer le soldat entre 2 rangs de ses camarades, munis soit de lanières de fusil, soit de baguettes de fusil, et ils sont chargés de le fouetter. Alors ça a évidemment un impact sur le condamné lui-même, mais aussi, au-delà du soldat condamné, c'est une mise en scène, évidemment, qui s'adresse aux soldats qui y participent, qui sont acteurs et spectateurs du châtiment, avec toutefois le risque d'ostraciser le soldat condamné, de l'isoler symboliquement et émotionnellement du reste du groupe. En 1786, en France, le soldat Claude Saussier déserte, et il est rattrapé peu de temps après par la maréchaussée à Dijon, la maréchaussée qui est chargée de traquer les déserteurs dans l'armée. Et lors de son interrogatoire, il explique qu'il a déserté car il avait eu honte d'être passé par les baguettes devant ses camarades. L'armée fonctionne, on le voit, comme un microcosme, avec des mécanismes d'exclusion, avec des mécanismes d'esprit de corps. Et c'est au sein du régiment, et même plus précisément de la compagnie, que les soldats vont nouer des relations sociales et vont vivre tout leur quotidien. Et c'est maintenant à cette question que je vais m'intéresser. Avec tout d'abord la question du déplacement des soldats. Être soldat au XVIIIe siècle, c'est d'abord marcher, et marcher encore. On a eu une époque où la plupart des gens vivent, meurent dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres tout au plus. L'armée est un facteur de mobilité très important dans ce contexte. On peut ici prendre l'exemple des premiers déplacements de Guillaume le Port, donc originaire du Havre. Il s'engage ensuite dans la ville de Rouen, et à partir de Rouen, en février 1753, il va gagner Neufchâtel-en-Brie. Ensuite, le lendemain, il arrive, vous le voyez, à Abbeville, 2 jours plus tard à Hesdin, et le lendemain à Saint-Omer. Donc sur ce trajet, il a parcouru finalement quasiment 40-50 km par jour. C'est une moyenne qui correspond à celle des soldats sous l'Ancien Régime, qui marchent durant de longues journées, qui traversent parfois plusieurs provinces, plusieurs pays, lorsqu'ils doivent combattre loin de chez eux. Alors ces marches ne sont pas de tout repos, il y a plusieurs problèmes auxquels les soldats se confrontent, et tout d'abord, ce qu'ils transportent. Un soldat au siècle des Lumières transporte, tout au plus lorsqu'il est en campagne, environ 30 kilos. C'est ce qu'écrit Jean-Baptiste Moreau dans ses recherches et considérations sur la population de France. Donc 30 kilos, c'est une limite qu'on retrouve dans toutes les armées, c'est une limite physiologique, dans l'armée romaine, dans les armées grecques, aujourd'hui encore. 30 kilos, c'est généralement le maximum qu'un soldat peut porter avec lui sur de longues distances.
Ensuite, le deuxième problème, eh bien, ce sont les chaussures, ce sont les chemins et les conséquences qu'elles ont sur les chaussures. Ici, vous avez un exemple en Amérique du Nord au moment de la guerre de 7 ans, où les soldats britanniques, en passant sur des chemins qui sont caractérisés par de vastes précipices et des rochers, finissent par avoir les chaussures complètement usées, et certains arrivent même pieds nus à destination. À cette époque, le soldat marche avec des chaussures de cuir sur lesquelles on va placer des guêtres, donc des morceaux de tissu. Et ces guêtres sont soit des guêtres noires en cuir, soit des guêtres blanches en tissu. Les guêtres blanches sont problématiques, elles ruinent le soldat en blanchissage, écrit l'auteur de l'encyclopédie méthodique. Elles ne sont bonnes que pour les revues et d'une chaussure très incommode, très malsaine, de nulle utilité et très coûteuse. Ces longues marches, évidemment, ne sont pas sans conséquences sur le corps des soldats. Au bout de plusieurs dizaines d'années de service, ces soldats sont complètement usés. Ils sont victimes de rhumatisme invalidant, d'hernie inguinale également. Ce sont des affections qu'on retrouve dans deux sources très intéressantes. Les registres des invalides, institution créée par Louis XIV pour héberger les soldats incapables de servir. Et ensuite, ce qu'on appelle les registres de la pension de récompense militaire, qui a été institué en 1776 et qui vise à compléter les contingents très restreints de l'hôtel des Invalides qui n'accueillaient qu'assez peu de soldats. Les soldats sont aussi amenés à faire des trajets beaucoup plus longs, c'est le cas notamment au cours de la guerre de 7 ans, qui est aujourd'hui considérée comme le premier conflit mondial. C'est un conflit qui a opposé d'une part la France et ses alliés en Europe, l'Autriche, la Russie, et d'autre part la Grande-Bretagne, alliée à la Prusse. Donc cette guerre de 7 ans, vous le voyez, elle s'est déroulée sur plusieurs continents différents, en Europe bien sûr, mais aussi en Amérique du Nord, où on trouve les prémices de ce conflit dès 1754 avec les conflits, en tout cas la mésentente franco-britannique dans la vallée de l'Ohio. On a ensuite un théâtre en Inde, aux Philippines et au large des côtes de la côte de Guinée. On a aussi quelques affrontements navals. Au cours de cette guerre de 7 ans, donc, on a assisté à une projection de troupes inédites dans ces espaces coloniaux. Lorsque les soldats devaient partir en Amérique du Nord, en Inde, ils voyageaient durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils embarquaient sur des navires de combat qui étaient armés en flûte, c'est-à-dire qu'on va retirer une partie des canons pour faire le maximum de place. Les navires les plus fréquents, ce qui constitue l'épine dorsale de la marine française à l'époque, c'est le navire de 74 canons qui embarque entre 600 et 800 hommes. Et à cela s'ajoutent évidemment les passagers, les officiers et les soldats de terre qui sont embarqués. Sur ces navires, les soldats vont rester plusieurs semaines pour l'Amérique du Nord. Le passage de la France ou de l'Europe vers les bancs de Terre-Neuve dure 3 semaines environ, et ensuite il faut 3 semaines de plus, voire 1 mois, pour remonter l'estuaire du Saint-Laurent jusqu'à Québec. Vous voyez ici un exemple de cela avec le voyage du navire baptisé la Sauvage vers Québec en 1756. C'est un voyage qui est assez difficile dans ce sens parce que les navires doivent affronter tout d'abord les vents d'ouest et ensuite 2 courants majeurs, le Gulf Stream et ensuite son prolongement, la dérive nord-atlantique. Pour ce qui est de l'Inde, le voyage est encore plus long, il se compte en mois. On peut prendre ici l'exemple du vaisseau le Comte de Provence qui part de Brest en décembre 1756 et qui n'arrive, vous le voyez, que le 8 septembre 1757 en Inde, sur la côte de Coromandel, après une assez longue escale sur l'île de France, donc l'actuelle île Maurice, entre le 12 avril 1757 et le 3 août 1757. Ces longs trajets exposent, bien entendu, les troupes à tout un ensemble de nuisances physiques, olfactives, sensorielles. Elles s'effectuent dans des conditions pénibles, les vivres se gâtent, l'air se corrompt à l'intérieur des navires, il se charge d'odeurs nauséabondes qui sont ainsi décrites par le soldat James Miller. Je descendais rarement sous le pont car, une fois passé les coutilles, il régnait une odeur si désagréable de souffle fétide qu'aucun être habitué à l'air frais ne pouvait la supporter. Mais surtout, lorsque l'on servait du fromage ou du grog, alors il se formait un mélange d'odeurs nauséabondes qui aurait suffi à faire suffoquer un Hottentot. Nous sommes à une époque où les mauvaises odeurs sont associées aux maladies. C'est la théorie des miasmes qui fait école dans la médecine. Et donc, certaines maladies comme le scorbut, qui aujourd'hui on le sait est lié aux carences en vitamines, le scorbut
est associé au miasme et au souffle fétide à l'intérieur des navires. C'est comme ça que l'explique le médecin James Mead, par exemple, qui est l'auteur d'un traité très célèbre sur le scorbut. On a aussi un scorbut de terre. Le scorbut, c'est souvent associé au voyage en mer, mais il y a aussi un scorbut de terre qui touche les hommes, les soldats, qui manquent évidemment de vitamines et qui manquent de fruits et de légumes frais. La plupart du temps, l'hiver, leur ration se compose de viande salée, de pain, et donc, si la vie est difficile à bord des navires, elle l'est tout autant en campagne. Cette ration du soldat, composée de pain de mauvaise qualité, de pois, de féculents la plupart du temps, est aussi complétée par de la viande salée en hiver, ou de la viande fraîche, par du fromage ou de la soupe, et une partie de la solde du militaire pouvait être prélevée pour assurer sa subsistance, et bien souvent, elle sert aussi à améliorer cet ordinaire et ses rations. Du fait des difficultés d'approvisionnement au cours de la guerre de 7 ans, les soldats, en Amérique du Nord, font aussi l'expérience de saveurs nouvelles, exotiques, le raton laveur, l'ours, le serpent à sonnette, que l'on va manger par nécessité. Le raton à laveur, qui d'ailleurs, selon les témoignages de l'époque, a un goût qui se rapproche de celui du poisson. En ce qui concerne l'hébergement, nous sommes à une époque où les soldats sont principalement hébergés par les particuliers en campagne. Lorsqu'ils sont en période de paix, c'est aussi le cas, les civils ont l'obligation de loger les gens de guerre, mais progressivement, au XVIIIe siècle, on construit des casernes et on caserne les soldats, on les isole de la vie civile. C'est le cas en France, à Paris, dans les autres villes européennes, ce qui a pour conséquence de créer, de refermer ce microcosme militaire. Les soldats sont soumis à des appels fréquents dans les casernes, ils ont des heures de sortie et ils doivent revenir impérativement chaque soir, sous peine d'être punis. En temps de guerre, l'essentiel des opérations militaires se déroule au printemps ou à l'automne, entre le printemps et l'automne, à l'été également, et durant l'hiver, les soldats prennent leur quartier en garnison, dans des campements, dans des villes. Ils sont cependant exposés aux différents éléments dans ces campements. Ils sont fréquemment inondés par temps de pluie et lors de violents orages, il n'est pas rare que les tentes soient endommagées, voire emportées par ces vents. Et c'est finalement au sein de ces lieux qu'ils vont passer l'essentiel de leur temps. Le soldat en campagne, lorsqu'il n'est pas occupé à marcher, passe la plupart de son temps dans ces campements où il va vaquer à ses occupations. Il faut tout d'abord assumer et assurer les besoins du campement, aller chercher du bois, par exemple, assurer un certain nombre de corvées. Mais une grande partie du temps est aussi occupée par des loisirs, et c'est une question qui va beaucoup inquiéter les moralistes et les théoriciens militaires de l'époque, avec cette crainte de voir le soldat tomber dans l'oisiveté ou dans la débauche en abusant de la boisson. On a ce genre de discours, par exemple, chez quelqu'un comme Louis-Charles Dupin de Montesson, qui est célèbre pour ses ouvrages de géographie, mais qui est aussi l'auteur d'un ouvrage théorique qui se présente sous la forme d'un dialogue fictif entre un jeune noble, un chevalier, et son précepteur. Et en visitant un campement militaire, le jeune chevalier s'adresse en ces termes à son précepteur. « Il faut avouer, monsieur, que l'on a beaucoup de satisfaction à se promener dans un camp. On ne saurait se lasser d'en admirer le bon ordre. J'y vois avec un plaisir infini les soldats diversement occupés, les uns à faire la cuisine, à aller à l'eau, au bois, à la paille, et généralement à se pourvoir de tout ce qui est nécessaire à leur subsistance. Les autres à entretenir le camp dans la plus grande propreté, jouer à la boule, au quille et autres jeux auxquels ils semblent s'amuser autant pour se récréer que pour s'exercer continuellement, afin de supporter sans peine les fatigues qui surviennent et éviter l'oisiveté, dont la suite ordinaire est de rendre le soldat lâche et efféminé. » Mais bien sûr, au-delà de ces discours moraux, il y a également eu toute une réflexion sur l'utilité du soldat, qui était une réflexion motivée par des raisons financières. La seconde moitié du XVIIIe siècle est assez calme en Europe, le rythme des guerres diminue, et donc les soldats, qui sont employés de façon permanente dans les armées, représentent une forme de poids, de charge financière, et les théoriciens militaires, les hommes d'État vont réfléchir à la manière de les rendre utiles à leur patrie et à l'État. Il y a bien sûr des missions traditionnelles qui leur sont incombées, le maintien de l'ordre, par exemple, à l'époque où il n'y a pas véritablement de force dédiée à cela, mais on a aussi divers travaux d'utilité publique. À Paris, par exemple, les gardes français et suisses, qui sont casernés dans la ville, échappent certes aux réformes de la maison militaire du roi, où on va supprimer un certain nombre de corps prestigieux comme les mousquetaires, mais en contrepartie, ils vont assurer, par exemple, les travaux publics, la circulation des carrosses, ils vont lutter contre l'incendie. Donc, il y a cette idée de rendre le soldat utile
Et à une époque où l'Antiquité revient au goût du jour, c'est le modèle du légionnaire romain qui sert de référence à tous ces penseurs. Voici ce qu'écrivait par exemple Voltaire à ce sujet. « Faites travailler vos soldats, écrit-il à un prince européen, à la perfection des chemins par lesquels ils doivent marcher, à l'aplanissement des montagnes qu'ils doivent gravir, aux ports où ils doivent s'embarquer, aux fortifications des villes qu'ils doivent défendre. Ces travaux, utiles, les occuperont pendant la paix, rendront leur corps plus robuste et plus capable de soutenir les fatigues de la guerre. Une légère augmentation de paye suffira pour qu'ils courent au travail avec gaieté. Telle était la méthode des Romains. Les légions firent elles-mêmes ces chemins qu'elles traversèrent pour aller conquérir l'Asie mineure et la Syrie. Le soldat se courbe en remuant la terre, mais il se redresse en marchant à l'ennemi. » Si ces missions d'utilité publique peuvent être considérées comme avilissantes parfois par les soldats eux-mêmes, elles sont au contraire une forme de continuité avec leur état pour leurs contemporains. Comme l'incendie est l'un des plus grands fléaux de la sûreté publique, c'est plus particulièrement de ceux qui, par état, doivent affronter le danger qu'on peut en attendre le plus grand remède, écrivait Maille du Sossois à propos d'un projet de réforme de la lutte contre l'incendie à Paris en 1767. Le soldat au siècle des Lumières, comme dans les autres périodes, c'est un homme qui accepte d'exposer sa vie. Et c'est maintenant à cette expérience du feu, non pas celui de l'incendie, mais celui de l'ennemi, que je vais m'intéresser. Le siècle des Lumières, c'est aussi le siècle de la raison que l'on retrouve dans le domaine des sciences militaires. Les grands théoriciens du temps, comme le chevalier de Follard, comme Lancelot Turpin de Crissé ou le comte de Guibert, rationalisent la guerre, la violence armée, avec des réflexions sur les formations tactiques, la géométrie des formations sur le champ de bataille, mais bien souvent, dans le chaos et la confusion de la bataille, le regard technique du militaire rencontre assez rapidement des limites, comme l'écrit le Prince de Ligne. Et assurément, quand le feu commence, même celui de la canonnade, il est difficile de chercher le brin d'herbe et la pierre qui peuvent ordinairement servir de point de référence pour calculer des lignes de fuite. Quand même, on les aurait trouvés. La réponse du canon de l'ennemi dérange furieusement les rayons visuels. Adieu la géométrie des yeux, heureux encore quand le reste des sens ne se trouve pas intercepté. Le moment de la bataille met à l'épreuve les 5 sens. Et en premier lieu, Louis, qui est agressé par la canonnade, par le feu de l'ennemi, mais aussi par les tirs des soldats présents à proximité immédiate. Les soldats sont généralement disposés en 3 rangs sur des lignes, donc un premier soldat qui est à genoux et 2 soldats derrière. Alors, ils peuvent soit tirer en ligne, tout d'abord la première ligne de soldats agenouillés, et ensuite la deuxième et la troisième ligne. Ils peuvent aussi tirer par peloton. Les 3 soldats tirent en même temps, mais on va diviser la ligne en pelotons qui vont tirer de façon successive, ce qui permet de maintenir évidemment un feu continu sur l'ennemi. Donc ce vacarme pouvait occasionner de violentes douleurs d'oreilles aux soldats, surtout les détonations de canon. Et pour cela, le médecin militaire Mailleux de Mézeray leur conseillait de se garnir le dedans des oreilles avec de la laine fine, ou plutôt encore avec du coton bien cardé. Dans le besoin, on peut se servir, écrit-il, d'un linge ou de charpie bien fin, même de papier mâché. Après Louis, ce sont les sens visuels qui sont agressés au cœur de la bataille. Dans leurs écrits personnels, les militaires font souvent état de visions d'horreur, de souvenirs qui ont marqué leur esprit, le corps de leurs camarades mutilés par l'artillerie notamment. Mais quand ils combattent en ligne, bien souvent, ces soldats ne voient pas la mort et ils ne se voient pas donner la mort en raison de la fumée épaisse qui émerge de ces volées d'armes à feu. De ce point de vue, nous avons une description très éloquente du champ de bataille des plaines d'Abraham aux portes de Québec le 13 septembre 1759 par un officier britannique. Il écrit « Ils nous ont donné leur premier feu qui n'a eu que peu d'effet. Nous avons riposté et continué à tirer très vivement pendant environ 6 ou selon certains 8 minutes. Lorsque le feu s'est calmé et que la fumée de la poudre s'est dissipée, nous avons vu le corps principal de l'ennemi battre en retraite dans une grande confusion vers la ville et le reste vers la rivière Saint-Charles. Les mousquets et les canons produisent beaucoup de fumée et de bruit, mais finalement, leurs décharges sont de peu d'effet, pour reprendre l'expression consacrée à l'époque. C'est le constat que fait le médecin Hugues Ravaton dans son traité de chirurgie militaire. Depuis qu'on fait usage de la poudre, du canon et du mousquet, les combats, quoique plus effrayants, sont beaucoup moins meurtriers, de façon que, selon les observations les plus exactes, après une affaire générale, où on se sera fusillé depuis le matin jusqu'au soir, 1000 combattants donneront 100 blessés. Beaucoup de blessures ne sont pas mortelles en tant que telles, mais elles le deviennent dans les jours et les semaines qui suivent, car la balle, en entrant dans la plaie, va emporter avec elle tout un tas d'immondices, et parfois même les objets dans les poches que l'on va retrouver au sein des plaies. Au moment de la guerre de 7 ans, les espaces coloniaux sont aussi marqués par une expérience étrange et exotique du combat. Les soldats
européens qui s'y retrouvent sont confrontés aux pratiques de guerre indiennes, amérindiennes, et notamment le cri de guerre qui a disparu à la même époque, ou qui disparaît des champs de bataille européens. Le cri de guerre est souvent décrit dans les récits individuels comme le cri le plus hideux et le plus horrible que les soldats aient jamais entendu. Alors si ces bruits sont décrits en tant que tels, ce n'est pas tant parce qu'ils auraient quelque chose d'effroyable intrinsèquement, mais c'est parce qu'ils sont associés à tout un faisceau de représentations et à des émotions, à des situations terrifiantes. Ils surviennent la plupart du temps au moment d'embuscades, et pour les soldats qui combattent en Amérique du Nord, ils sont aussi associés aux pratiques de guerre amérindienne, le scalp ou encore le massacre d'une partie des prisonniers capturés. Après la bataille, le terrain de l'affrontement est recouvert de morts, de blessés, de chevaux morts, d'attelages brisés, d'armes abandonnées aussi. Et on peut observer au siècle des Lumières une mutation des sensibilités vis-à-vis de ces horreurs de la guerre et vis-à-vis de ces désolations. On peut ici penser à la très célèbre description que fait Voltaire de la bataille entre les Avars et les Bulgares dans Candide, et qui s'inspire d'ailleurs très largement des batailles de la guerre de 7 ans. Les soldats eux-mêmes sont sensibles au malheur, au désastre de la guerre. On peut ici prendre l'exemple de la description que fait Joseph Nichols des restes, des reliques de la bataille près du fort William Henry. Il décrit avec une certaine mélancolie les ruines du fort, et il remarque également la présence de tombes de soldats britanniques qui sont morts un an auparavant et qui ont été enterrés sur place. Et c'est une vision, écrit-il, qui doit servir d'avertissement. Ces récits individuels de soldats se multiplient au siècle des Lumières, et ce sont des sources très intéressantes pour l'historien qui cherche à reconstituer par touches successives ce qu'a été l'expérience militaire au siècle des Lumières. La vie dans l'institution militaire, la vie en campagne, connaît bien sûr des traits communs avec les périodes antérieures et les périodes suivantes, mais il y a aussi une forme de spécificité dans cette expérience militaire du siècle des Lumières qui réside finalement dans un contexte spécifique et dans un faisceau de représentations sociales et culturelles qu'une histoire à hauteur d'homme permet d'éclairer. Je vous remercie.